Hugo Orio, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation en cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Vous publiez ce livre, Autisme, j'accuse, aux éditions de l'Iconoclaste. Vous dénoncez, vous accusez le traitement honteux qui est infligé aux autistes en France, qui sont 600, 700 000 selon les estimations. Et alors, vous savez de quoi vous parlez, parce que, on va le dire tout de suite, ça ne se voit pas du tout même, mais vous êtes autiste, vous avez même été jeune, un autiste non-verbal, c'est-à-dire que vous avez refusé de parler jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est ça? C'est-à-dire que l'autisme, c'est un développement différent. Je savais lire et écrire et compter bien avant de savoir parler, à savoir à l'âge de 3 ans. C'est Oui. juste un développement qui va se faire de façon différente, où nous avons des compétences, des qualités qui vont être très très grandes dans d'autres domaines, mais ça ne va pas forcément se voir, vu que la communication n'est pas forcément la meilleure de notre qualité. Voilà, c'est quoi d'ailleurs être autiste? C'est ne pas savoir communiquer et ne pas être forcément, dans la norme? Pas forcément. Alors, Alors oui, ça c'est clair que c'est de ne pas être dans la norme. Ouais. On a tendance à mettre un visage, sur la socialisation, un visage unique, normatif, comme s'il y avait une seule manière de socialiser. Or, il existe une socialisation autiste. Et la socialisation autiste ne se fait pas du tout de la même façon que la socialisation de la norme. Mais le problème, c'est qu'il y a les autistes, la population autiste tolère tout à fait la socialisation de la population neurotypique, mais l'inverse ne se fait pas. Vous dites, les autistes tolèrent la norme, entre guillemets, mais les gens normaux, entre Souvent, guillemets, ils la ne tolèrent subissent pas. même, Voilà. ils la subissent. Alors, on va regarder cette affiche de Rainman, parce que pour beaucoup, dont pour moi, on ne connaît pas grand-chose à l'autisme, et on a ce... Est-ce que c'est un cliché, donc ce Dustin Hoffman qu'on voit là, donc nul en communication et qui avait ce talent extraordinaire, des capacités en calcul mental hors norme. Ça ressemble en effet à certaines personnes de l'autisme, de la population autiste, mais il est temps que le grand public sache que le personnage qui a inspiré Rainman, Kim Peek, qui est mort il y a peu de temps, n'était pas autiste. Ah bon? C'était une encéphalie cérébrale, donc un problème de corps calleux, l'absence de corps calleux entre les deux hémisphères du cerveau, qui faisait qu'il avait des connexions très rapides pour accomplir certaines tâches, mais par contre qu'il n'avait quasiment aucune autonomie pour les gestes du quotidien. Enfin, vous expliquez dans votre livre qu'en France, si les autistes sont parqués, vont peu à l'école, etc., aux États-Unis, dans la Silicon Valley, vous avez même ce chiffre, Microsoft Bien sûr, recherche particulièrement les autistes qui ont des... Ah oui, Microsoft, ils viennent même de lancer dans la Silicon Valley le Autism Advantage Program, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il allait y avoir une pénurie d'emplois de 2 millions d'emplois dans l'intelligence artificielle dans les prochaines années. Donc ce sont des patrons autistes eux-mêmes, parce que là-bas, être patron et être autiste, ça n'étonne personne. Il paraît qu'il y en a même certains qui l'ajoutent alors qu'ils ne le sont pas simplement. Certains trichent leur CV pour avoir un boulot là-bas, tandis qu'en France, si vous ne cachez pas le fait que vous êtes autiste, vous perdez votre boulot, vous n'allez même pas à l'école, c'est vous dire. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, pourquoi est-ce que votre parcours est hors norme? On a du mal à... Vous étiez quand même un petit garçon très spécial, vous ne parliez pas, vous étiez un peu violent. Alors, votre mère raconte qu'elle a réussi à s'insérer dans votre monde et que vous avez appris l'alphabet en 1 heure. Oui, par un système de synesthésie, quelque part. C'est-à-dire que ma mère a associé une couleur à chaque lettre de l'alphabet. Et c'est comme ça que j'ai pu apprendre l'alphabet en un seul après-midi, alors que je ne parlais pas. Et alors, mais tous les autistes, certains sont quand même franchement, du coup, ont du mal à s'insérer, pourraient connaître votre parcours et... Mais si vous voulez, il y a beaucoup d'autistes secrets, en fait. Officiellement, il y a à peu près 70 000 autistes qui sont détectés. Or, je peux vous dire que les 600 000 autres, vu le sort qu'on réserve aux autistes qu'on détecte, n'ont absolument aucune envie d'être détectés. Et on est partout. S'il y avait 600 000 personnes comme ça qui étaient vraiment handicapées ou malades, à proprement parler, ça se saurait, ça se verrait. Or, ce n'est pas le cas. Ils sont partout, il y a tout type de destin. Alors souvent, des destins, on est obligé de se cacher, de ne surtout pas dévoiler son autisme. Vous avez des grands doctorants, des fois, qui peuvent avoir des destins de SDF, comme vous avez des présidents de multinationales parmi nous, où on est même infiltré dans la politique, c'est vous dire. Mais là, je ne vous donnerai pas de nom. Non, mais vous racontez l'autisme. L'autiste type, il a donc des capacités à faire des tas de choses. Vous le racontiez donc dans la Silicon Valley, mais même l'armée israélienne embauche des autistes. Oui, en l'occurrence, vous avez aussi les services secrets britanniques qui sont en train de s'intéresser de très près à l'intelligence autistique. Voilà, mais le problème, c'est face à un DRH, un autiste, il va avoir du mal à entretenir, je vous cite, des conversations banales à la photocopieuse ou à la machine à café. Et puis, il va vous faire des phrases sans filtre, du genre « ta cravate est hideuse, elle jure avec ta chemise qui n'est pas regardable Oui. ». Et ça vous fait rater les entretiens d'embauche. Évidemment, mais regardez, il y a un article très intéressant qui est sorti sur capital.fr. D'ailleurs, je me dis, là, vous pourriez me lancer une phrase sans filtre en me disant que ma chemise va pas du tout Non, ça va, vous avez plutôt bon goût. Bon. Ce n'est pas hypocrite, je vous rassure. Mais il y a un article très intéressant sorti dans capital.fr où ils se sont rendus compte que les gens passaient 3 semaines en réunion dans les
entreprises en moyenne, et que l'ensemble, quasiment les 2 tiers de ces réunions ne servaient à rien. Mais or, si vous allez à une réunion d'autistes dans une société atypique, comme j'en connais une par exemple comme Aspertis, qui est une société fondée par des atypiques dans le développement de la technologie de pointe. Alors, Aspertis, c'est quoi? C'est les autistes qui ont une capacité de calcul Aspertis, supérieure à la moyenne, c'est ça? Oui, c'est du développement de technologie de pointe, une compagnie présidée et gérée par des autistes, qui vient d'ailleurs d'être récompensée par la médaille d'argent dans la 8e ligne des entreprises disruptives, une compagnie française. Eh bien, une réunion d'autistes, une réunion d'atypiques, ça dure 10 minutes. Parce qu'on va à l'essentiel, il n'y a pas besoin de passer par 10 000 politesses et on ne va pas perdre de temps dans le small talk. Mais évidemment, si vous essayez de conformer une personne autiste au comportement socialement établi dans une entreprise, ça ne marchera pas du tout. Alors que ce sont des individus qui peuvent être bien plus performants dans des domaines multiples et variés. Nous avons d'excellents linguistes, nous avons des philosophes, nous avons des informaticiens, nous avons des botanistes, nous avons plein de monde. Et vous dites, en France, au lieu de nous intégrer, de profiter de nos compétences, on nous traite comme des malades, qu'on veut guérir. Alors, vous revenez évidemment sur ce traitement dit du packing. Ça, évidemment, ça c'est un scandale absolu. Oui, mais alors je sais qu'il y a certains parents d'autistes qui disent mais si, ça permet de soulager. Alors racontez-nous, le packing, c'est surtout infligé aux enfants. On les entoure d'un drap humide à 4 degrés. Je signale que d'ailleurs, c'est le professeur de Lyon qui est un fou furieux tortionnaire qui fait cette étude-là, qui l'orchestre. C'est de la torture. C'était décrit par l'ONU comme un acte de maltraitance. Tous les pays ont abandonné ça. Et ce monsieur mène une étude sur le packing où il est censé rendre les résultats à peu près tous les 2 ans ou les 4 ans. Et mystérieusement, alors qu'il y a une absence totale de résultats sur l'efficacité de cette torture, qu'il ose encore appeler une méthode, eh bien cette étude, cet essai clinique est systématiquement renouvelé. Là, j'aimerais bien savoir s'il n'y a pas un petit peu de corruption derrière. Ouais, vous dénoncez également l'approche freudienne de l'autisme qui serait liée à un traumatisme. Si vous voulez, vous avez 2 lobbies qui s'affrontent en France. Vous avez le lobby, en effet, psychiatrique, qui est souvent sous influence, on va dire, psychanalytique, qui va associer l'autisme comme étant dû à des mères frigidaires, on va accuser les parents, etc. Et on va entendre toutes sortes de sornettes. Et vous avez le lobby médico-social, tenu par les associations gestionnaires, qui veulent à tout prix normaliser l'autisme, le conformer aux standards de la normalité, alors que, imagine si on voulait conformer, si je voulais vous éduquer pour que vous pensiez comme un autiste, vous trouveriez ça aberrant, voilà. Ça ne serait pas tolérable. Vous dites que ça n'est pas une maladie, l'autisme. Mais ça n'a rien d'une maladie, ce n'est pas un handicap non plus. Ça va générer une situation de handicap dans un monde qui ne va pas répondre aux attentes des personnes autistes, qui ne va pas miser sur leurs compétences et leurs avantages, et qui va avoir que leurs défauts par rapport à une norme établie. N'empêche, quand on regarde des reportages, on voit bien que l'autisme génère de la souffrance, génère du mal-être, à la fois pour l'autiste et pour l'entourage. Si vous étiez traité comme on traite les autistes, je peux vous dire que la souffrance ne vient pas de l'autisme intrinsèquement. La souffrance vient de l'exclusion dont les autistes font l'objet. C'est de là que vient la souffrance, et il ne faut pas inverser les mots. Voilà, et vous dites, votre grande crainte, c'est qu'un jour, on arrive à isoler le gène de l'autisme, et que de même qu'on éradique la trisomie 21 en test prénatal, on fasse la même chose avec les autistes. Mais bien sûr, parce que ça n'avancera pas les autistes de savoir à peu près d'où vient l'autisme et tout ça, ça ne va pas améliorer la vie des gens. Et évidemment, que je souhaite que les budgets de recherche doivent être davantage orientés vers une société humaniste, une société pragmatique. Comment on met en avant les talents que l'on n'arrive pas à détecter aujourd'hui. Je ne suis absolument pas pressé à l'école, etc. Voilà. Et qu'on valorise les talents des autistes. Et je ne suis absolument pas pressé qu'on trouve le gène de l'autisme et qu'on puisse le détecter in utero. D'où ça vient, l'autisme ? Les pistes les plus avancées sont de l'ordre, en effet, de la génétique et un peu de l'épigénétique, mais pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Ah oui, ça n'a pas été isolé, spécifié, etc. Non. Et ça augmente, le chiffre, ou pas? Là, on parle de 600 000, Non, en fait, 700 000. si vous voulez, on détecte de plus en plus d'autistes, mais en fait, le génome de l'autisme a toujours fait partie de l'humanité. Eh ben, merci beaucoup. En tous les cas, voilà, on comprend bien plus de choses sur l'autisme. Je rappelle votre livre, hein, J'accuse, aux éditions L'Iconoclaste. Merci beaucoup, Hugo Oriot. Merci à vous. Vous restez avec nous tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air. C'est parti pour 36 jours de grève à la SNCF, un mouvement qui s'annonce très suivi. 77% de taux de grévistes chez les conducteurs. Jusqu'où le gouvernement pourra-t-il tenir droit dans ses bottes? Comme on dit, c'est dans l'air est intitulé ce soir. Grève SNCF, attention au départ. Merci. Informez-vous devant votre magazine avec la Maison des Travaux. Solution pour tous les travaux d'habitat partout en France. Rénovation, extension, aménagement. Manon, Gilles, Jérôme, nous tous, notre vie change et nos besoins d'assurance aussi. Heureusement, Telem Assurance a bien compris que demain, c'est déjà aujourd'hui. Auto, habitation, santé, prévoyance. Telem Assurance innove pour vous.
Allô? Carole, c'est ton estomac à l'appareil? Oui, ton estomac. Non mais t'as bien mangé, là j'en peux plus. Ah bah voilà, Saint-Dior. Pour digérer, il faut de l'eau minérale. Et Saint-Dior est une eau minérale naturellement riche en minéraux. Ah, Saint-Dior. Avec Saint-Dior, ça va fort. Très fort. Lors de vos gestes quotidiens, votre pouce vous fait souffrir? Utilisez l'orthèse Epitact qui maintient votre pouce et limite les mouvements traumatisants. Epitact en pharmacie. Ceci est un dispositif médical. Et pour immobiliser confortablement votre pouce la nuit, utilisez l'orthèse rigide Epitact. Massif du Sancy, complice de vos meilleurs souvenirs. Envie de mincir? Découvrez Anaca 3, conçu pour la perte de poids. Il absorbe les graisses et le sucre, aide à réduire votre appétit et aide à brûler les graisses. Et c'est garanti satisfait ou remboursé. Disponible en pharmacie et sur anaca3.com. À découvrir parmi la gamme complète sur anaca3.com. C'est en inventant des matériaux qui changent la vie que Saint-Gobain nous aide à mieux vivre ensemble. Tout est possible. Je prends le risque et pourquoi pas, dis-moi. Tout est possible. Rien dans la vie nous arrêtera. On va liquider ces salauds de sharks une bonne fois pour toutes. Je commence à en avoir assez de ces bagarres perpétuelles. La ruine n'est pas à vous, graines de gangsters. Je ne sais pas qui les leur vende. Elle n'a fait que danser, c'est tout. Avec un Américain. Ici, les filles ont le droit de s'amuser. Elle est en Amérique. West Side Story, ce soir à 20h50 sur France 5. Ce film est disponible en version originale sous-titrée. Pour embellir votre habitat comme il faut, exigez la qualité d'une porte comme il faut, le confort de fenêtres comme il faut et le design d'un store comme il faut. Comme il faut, votre conseiller Store et Fermeture. Pour une installation réussie, 100 magasins à votre service. Dans la vie, il y a ceux qui ont besoin de s'exprimer et ceux qui préfèrent intérioriser. Il y a ceux qui aiment les coups de chaud et ceux qui ont besoin de garder les idées fraîches. Et quand certains prennent leur première inspiration, d'autres respirent déjà le bonheur. C'est en inventant des matériaux qui changent la vie que Saint-Gobain nous aide à mieux vivre ensemble. Monsieur Store, 1000 façons d'aimer sa maison depuis 30 ans. Pendant la nuit, votre arthrose vous fait souffrir? Utilisez l'orthèse rigide Epitact qui immobilise confortablement votre pouce et soulage la douleur. Epitact en pharmacie. Ceci est un dispositif médical. Et pour vous soulager pendant la journée, utilisez l'orthèse souple Epitact. Oui. Mais t'es dingue. Qu'est-ce que t'as? J'ai pas fait les olives. J'ai jamais fait ça, les olives. Mais alors, c'était quoi avant? Je sais pas. Croque frais, vous n'aviez jamais mangé d'olive auparavant. Salut maman. Les enfants grandissent. Belle maman débarque. Les copains s'incrustent. Pour retrouver l'intimité, Chani Broyeur SFA. SFA peut transformer toutes les pièces en sanitaire rapidement, sans gros travaux. Et c'est silencieux. SFA, et c'est facile. Informez-vous devant votre magazine avec la Maison des Travaux. Solution pour tous les travaux d'habitat partout en France, rénovation, extension, aménagement.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Dans 1 heure, la France va entrer dans une zone de turbulence. C'est le début ce soir à 19h d'un mouvement inédit, une grève de 36 jours par intermittence, une guerre des nerfs menée par les cheminots pour faire plier un jeune président bien décidé à réformer la France et la SNCF. Un train sur 8, c'est la première réponse des syndicats avec une forte mobilisation, y compris chez les cadres. Du côté du gouvernement, on affiche une détermination absolue à aller jusqu'au bout cette fois-ci. La ministre des Transports imagine déjà, elle, de son côté, l'essoufflement du mouvement. Mais l'horizon s'assombrit et les colères s'accumulent. Pilotes, gaziers, éboueurs, étudiants, pas encore le grand soir, mais des voyants qui passent les uns après les autres au rouge. Grève SNCF, attention au départ, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Bruno Jeudi. Vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Votre édito Jeudi Politique est à retrouver toutes les semaines sur le site du journal. Dans Paris Match cette semaine, vous publiez un portrait d'Elisabeth Borne. Nous y reviendrons, intitulé La bataille du rail. Soazic Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne. À la une de votre journal cette semaine, l'entretien vérité de Michel Platini, citant votre dernier livre, L'irrésistible ascension, les dessous d'une présidentielle insensée, publié aux éditions Flammarion. Pascal Perry, vous êtes économiste, géographe, vous dirigez le cabinet PNC Économique, cabinet européen spécialisé dans les politiques de prix, et vous êtes l'auteur du livre à succès SNCF, un scandale français, publié aux éditions Erol. Enfin, Gilles Danzard, vous êtes journaliste spécialiste du transport ferroviaire et directeur de la publication Mobilettre. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Alors, on a déjà les premières indications qui indiquent le trafic pour demain, avec 12% seulement de TGV, un TGV sur 8, un TER sur 5. Ça s'annonce comme une journée de mobilisation assez forte. Pascal Perry. Oui, et nous allons vérifier que le transport est essentiel à la vie des grands pays, des grandes économies. C'est le système nerveux, c'est un peu le poumon de l'économie. On va mesurer quel est son impact. Ce sera un mouvement, en tout cas un mouvement qui s'annonce de façon assez spectaculaire. Peu de trains, dans certains cas même pas de train du tout. Alors quelques moyens de substitution, un peu de covoiturage, un peu d'autobus, un peu de solidarité, mais ce sera effectivement un mouvement très dur. C'est un mouvement très dur parce que d'abord il y a un front syndical, il est relativement uni. On pourrait de la même façon dire qu'il est relativement désuni parce que tout le monde n'y cherche pas la même chose. Pour la CGT, c'est absolument essentiel. Pour son secrétaire général, c'est capital. C'est presque une affaire de vie ou de mort. Il y a des élections dans l'entreprise à la fin de l'année. Il y a des élections dans la fonction publique aussi à la fin de l'année. Et donc, on attend de lui qu'il défende la CGT, premier syndicat du secteur public. Il y a Sud qui a déposé un préavis reconductible. Et puis d'autres syndicats, l'UNSA, qui représente beaucoup les cadres, avec la CFDT, dont on a du mal d'ailleurs à mesurer la véritable stratégie, mais ils ont tous un point commun, ils sont tous viscéralement attachés au statut de cheminot. Et donc, comme c'est un des enjeux du débat, oui, il y a un débat autour de la dette, la privatisation. Alors, il n'y a pas de privatisation, tout ça, c'est un peu de la poudre aux yeux. Mais ça les met tous d'accord, les cheminots. Mais là, il y a un point sur lequel ils sont d'accord, tous, c'est le statut des cheminots. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la mobilisation demain ? Les gens sont en train de rentrer de week-end, de Pâques. Ils s'apprêtent pour certains peut-être à prendre les transports en commun et les trains demain. C'est un mouvement qui va être compliqué, qui va pénaliser les usagers. Le directeur de la SNCF, le président de la SNCF l'avait annoncé et c'est comme ça que ça va se passer. Oui, il avait peut-être un peu trop dramatisé pour ce soir. C'est-à-dire que ce soir, en gros, ça circule bien. Les gens vont rentrer de leur week-end de Pâques. Je crois que les cheminots ont compris qu'ils n'avaient pas intérêt à tout de suite braquer l'opinion en désorganisant les retours de week-end. Mais demain, ce sera massif. Il faut remonter à très très loin pour avoir de tels taux de grévistes dès le premier jour. Donc ça veut dire quelque chose. 48% de grévistes globalement, c'est énorme parce qu'on ne compte pas dans les 48% ceux qui sont en congé, ceux qui se réservent pour le lendemain, etc. Donc c'est vraiment une très grosse mobilisation et à tous les effets sur la vie quotidienne des Français. Il faut en rajouter un qui est souvent un peu oublié, c'est qu'il n'y aura pas de train de fret. Et le fret ferroviaire, malgré tout, c'est un élément important de l'économie nationale, surtout sur certaines activités sidérurgiques, les céréales, etc. Et donc, il n'y aura pas de train de fret. Et donc, ça, c'est aussi un élément qui peut inquiéter parce que ça fait un petit élément, sinon de paralysie, en tout cas de désorganisation de l'économie. À partir de combien de temps ça se voit ? Vous voyez ce que je veux dire sur le fret ? Ce n'est pas 2 jours de grève qui vont déstabiliser une économie, si ? Par exemple, il y a des usines aujourd'hui qui sont en juste à temps et qui
aussi bien en approvisionnement qu'en écoulement de leurs produits manufacturés, ont besoin du fret ferroviaire. Donc ils vont se réorganiser avec la route. Mais malgré tout, c'est quand même un élément qui peut aussi interpeller le gouvernement, surtout qu'il y aura des entreprises qui vont être en difficulté à cause de ça. 48% de grévistes à la SNCF, vous dites ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu cela. C'est toute la SNCF qui se mobilise, les cadres se mobilisent par exemple ? Alors, tous les métiers sont mobilisés, les agents de maîtrise, les cadres, et il y a même quelques cadres sup qui sont en grève peut-être de 59 minutes, peut-être pas toute la journée, mais en tout cas qui ont envie de montrer aussi leur soutien et leur désapprobation, leur désappointement devant la situation. Ça ne veut pas dire que ça va durer. Ça veut dire que pour le début, pour une première journée de grève, ils sont là, il y a une forte mobilisation, mais ça ne veut pas dire que la grève, avec une telle mobilisation, va se reconduire 36 jours à l'identique. À grève inédite, issue totalement inédite. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas comment vont tourner les assemblées générales dans les ateliers et les dépôts demain mardi et mercredi, la réaction du gouvernement, la réaction d'entreprise, la réaction de l'opinion, parce qu'on est dans un contexte, il suffit de voir comment les Français, depuis un mois, s'habituent à cette grève inédite. Ils ont organisé autrement leur voyage, ils ont planifié autrement les choses, donc tout est complètement nouveau. Donc comme c'est une grève qui a pris sur une réforme qui elle-même était un peu improvisée, qui n'était pas annoncée vraiment depuis longtemps, même s'il y a des aspects qui étaient évidemment bien anciens, aujourd'hui c'est très difficile de savoir comment ça va se passer. Comment ça va tourner. Ce qu'on sait, c'est qu'avec les chiffres qu'on a ce soir, quand on dit le pays sera bloqué, ça a du sens ou pas ? Est-ce que demain la France est bloquée, Pascal Perry ? Non, elle n'est pas bloquée de façon intégrale. Bien sûr, c'est une gêne considérable. Enfin, vous savez, il y a 4 millions de Français qui prennent le train chaque jour. L'essentiel de ces Français le prennent pour aller travailler. Donc on voit bien qu'en Île-de-France, par exemple, ça va avoir des conséquences. Ça aura des conséquences autour des métropoles. Et aujourd'hui, quand on regarde la géographie du pays, l'essentiel de l'activité économique est organisé autour des métropoles. Bon, il y a aussi, à l'évidence, le fret. Alors ça aura des conséquences rapides, probablement, pour toutes les matières périssables. Pensez par exemple à l'industrie agroalimentaire. Il n'y a pas de stock dans l'industrie agroalimentaire, on est pratiquement à flux tendu. Donc on aura recours à la route, en effet, qui est parfois un moyen d'aménagement plus pertinent, mais moins massif. Donc ça peut avoir des conséquences. Pour répondre à votre question, on aura probablement des éléments de paralysie très significatifs dans la semaine qui suivra le déclenchement de la grève. D'accord. Vous avez parlé de l'Île-de-France. Ça veut dire que c'est un mouvement qui concerne seulement l'Île-de-France ? Non. Ça va concerner toutes les grandes métropoles. Voilà, c'est ça. Il n'y a C'est pas ça. une région qui sera plus touchée que l'autre. L'Île-de-France, peut-être. Alors, il y a des bastions très forts comme Midi-Pyrénées, à Marseille, etc. Mais l'Île-de-France sera touchée, notamment parce qu'il y a un aspect assez nouveau, c'est que les postes d'aiguillage sont de plus en plus tenus par Sud, en Île-de-France. Et Sud qui est assez radical dans le mouvement, alors que jusqu'à maintenant, on se focalisait sur les conducteurs. Donc, il faut aussi voir du côté des aiguillages. Bruno Jeudi. Même si on sera légèrement en dessous de ce qui avait été, on en parlera sans doute de 1995, la grève de 1995, le premier jour, j'ai regardé, il y avait 60% de grévistes. Le premier jour, la grève de 1995, fin novembre. Là, donc, on sera plutôt autour de 50%. Donc, c'est pour vous donner l'ordre de grandeur, c'est le deuxième plus grand mouvement depuis 1995. Et en Île-de-France, il y aura des tas d'endroits en Île-de-France où il n'y aura pas demain de train de banlieue pour rejoindre tel ou tel lieu, notamment Paris. Donc, ça va quand même être extrêmement paralysant pour de nombreux téléspectateurs qui vont aller demain travailler ou qui vont tenter d'aller travailler. Et ça a surpris le gouvernement, globalement. Ouais. C'est vrai que d'abord, le gouvernement a été surpris par la forme que la grève allait prendre. Moi, j'étais sur un plateau de télévision et j'ai vu la ministre assister à la conférence de presse du leader de la CGT annoncer la grève perlée, Elisabeth Borne. Et elle a été interloquée, elle a mis quelques secondes d'abord à comprendre qu'ils avaient touché juste et qu'ils avaient trouvé un moyen de vraiment gêner le gouvernement et, hélas, les usagers. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas prévu ce scénario. Et du coup, depuis l'annonce de ce mouvement, on sent que le gouvernement a compris que ce serait une grève très dure. Et ils ont essayé d'amadouer les cheminots. Et ils ont, le 22 mars, avec la manifestation, ils ont compris que les cadres seraient du mouvement. Et ça, c'est un élément très important pour comprendre la virulence du mouvement. Même manifestement, les primes et tout ça n'ont pas l'air de beaucoup les amadouer. Et les concessions qui ont été accordées in extremis vendredi par la ministre, notamment l'abandon des ordonnances sur l'ouverture à la concurrence, ça n'a pas changé grand-chose. Ça ne change pas grand-chose pour l'instant. J'allais dire,
au début du conflit. On verra après, lorsqu'on va s'enfoncer dans ce conflit, qui est la première épreuve très importante pour Emmanuel Macron, parce que c'est quand même une réforme qui est symbolique de ce qu'il veut faire, c'est-à-dire transformer le monde d'avant. Et pour lui, la SNCF, c'est le monde d'avant. Et ça, nous allons y revenir, effectivement, c'est plus qu'un conflit, ça peut être un des symboles du quinquennat, ce qu'on va vivre à partir de demain. Juste un mot sur les Français. C'est important de savoir de quel côté va pencher l'opinion dans ce moment-là. Ça va être un levier à la fois pour les syndicats et pour le gouvernement. Pour l'instant, le gouvernement ne peut pas compter sur le soutien des Français. Ils sont très partagés en réalité, les Français. Oui, ils sont très très partagés parce qu'ils soutiennent à la fois la réforme. Enfin, c'est un sondage de la mi-mars qui le montrait. Ils soutiennent à la fois la réforme et les cheminots. C'est-à-dire qu'au début, le gouvernement a commencé à laisser instiller une petite musique contre les cheminots. Alors ça commence tout au début, d'ailleurs, de la voix d'Emmanuel Macron lui-même. Hein, souvenez-vous, c'est au Salon de l'Agriculture. Il est interpellé par un cheminot et puis il compare les situations des cheminots et des agriculteurs en laissant entendre, même s'il ne le dit pas comme ça, que finalement les cheminots, par rapport aux agriculteurs, sont plutôt des privilégiés. Et ça, c'est très, très, très mal pris. Et c'est une façon de très mal emmancher cette réforme qui commence 2 jours plus tard, sans compter le gouvernement est parti en annonçant tout de suite d'une réforme par ordonnance qui n'avait jamais été prévue pendant la campagne électorale. Qu'est-ce qu'on avait entendu pendant la campagne électorale? Qu'il y aurait certainement une réforme du régime de retraite des cheminots, des régimes spéciaux. Ça, on le savait, c'était écrit. Pourtant, c'est pas pour cette fois-là, c'est pour la fin de l'année. Ce sera tout en même temps sous l'autorité de M. Delevoye. Donc ça, c'est pas tout de suite. Ça pouvait être un énorme chiffon rouge. Ça, ils l'ont laissé de côté. Et pourtant, c'est ce dont Emmanuel Macron parle. Donc, dès le début, il y a un mélange entre ce qui va se passer, la sidération due aux ordonnances, les syndicats ne s'y attendaient pas du tout, ce qui d'ailleurs met très en colère quelqu'un comme Laurent Berger, c'était pas annoncé. Oui. Donc, mais du coup, ça veut dire que il ne peut pas s'appuyer sur les Français en leur disant, comme il le dit toujours, je vous l'avais bien dit. C'est ça que vous voulez dire? Voilà, il a perdu cet argument-là qui faisait sa force pendant tout le début du quinquennat, effectivement. Et donc, la question, est-ce qu'on est à un moment de basculement où justement les choses reviennent un petit peu à leur place? C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le cadre d'un gouvernement qui peut avancer en disant regardez, tout était dans la campagne présidentielle. Non, c'est pas vrai, il n'en avait pas parlé de la réforme de la SNCF par ordonnance. Et puis le moment aussi où les forces se reconstituent, c'est-à-dire qu'on avait une certaine apathie des syndicats. C'est très intéressant de voir la réponse innovante, comme ils l'ont dit, c'est une façon pour eux de répondre à ce que fait le gouvernement, de présenter cette grève perlée. Et c'est vrai que tout le monde a aujourd'hui bien en tête ce calendrier. Ouais. C'est la première fois qu'on a un calendrier comme ça sur 3 mois. 46% des Français qui trouvent le mouvement justifié, 72% des sondés qui pensent malgré tout que la réforme se fera. Les premières perturbations sont attendues dans moins d'1 heure et c'est surtout demain, on l'a bien compris, que la France tout entière va entrer dans le dur du mouvement avec en moyenne 1 train sur 8 seulement en circulation. Pour cette veillée d'armes en ce début de grève, l'enjeu c'est d'abord la bataille des arguments, la bataille de la communication. Le gouvernement comme les syndicats tentent de mettre l'opinion de leur côté. Les Français qui sont partagés, on l'a bien compris, 46% trouvent le mouvement justifié selon un récent sondage. Walid Berissoul, Jérémy Normand et Christophe Roquet. Une veillée d'armes où chacun s'observe, compte ses forces et où déjà tous les coups sont permis. Accusé par les syndicats de proposer une prime de 150 € pour inciter les cadres à conduire des trains à la place des grévistes, Guillaume Pépi contre-attaque. Il y a un droit de grève. Le droit de grève est un droit constitutionnel. Mais j'ai vu ici ou là, à Avignon, à Bordeaux, des tracts qui appelaient clairement à bloquer des non-grévistes. Des tracts vides ou des tracts avec des noms de syndicats? Avec des noms, mais je ne suis pas ici pour les dénoncer. Ce que je dis simplement, c'est que ce n'est pas dans la tradition et dans l'esprit de cheminot de bloquer des gens qui veulent travailler, qui veulent assurer la continuité du service. On a 4,5 millions de personnes à faire circuler tous les jours. Dès ce soir, un agent de la SNCF sur 2 sera donc en grève, ainsi que 77% des conducteurs de train, annoncent les syndicats. Car avant la bataille du rail, il y a la bataille des chiffres et des déclarations musclées. Si eux, ils sont fermes, nous aussi, on sera fermes. Et je pense que Macron, il ne sait pas ce que c'est qu'une grève de cheminots suivie. Là, on va avoir une grève de cheminots suivie et Macron, il reculera, faites-nous confiance. Dans ce bras de fer qui s'annonce, Emmanuel Macron choisit pour l'instant le silence dans la maison familiale du Touquet, le temps d'un week-end prolongé. Bon dimanche, hein. Mais la décontraction du chef de l'État masque difficilement l'inquiétude de ses troupes. Dans les colonnes du journal du dimanche, la ministre des Transports évoque
Une bataille cruciale. En réussissant cette réforme, nous montrerons qu'on peut réformer le pays. Son espoir, que le mouvement s'essouffle rapidement avec une stratégie jouée sur les différences entre syndicats contestataires d'un côté et réformistes de l'autre, en lâchant du lest sur certains points. L'image d'une ministre conciliante face à des cheminots accusés d'être droits dans leurs bottes. Il y a une opposition de principe, un conservatisme, et moi je le regrette. Je veux dire, ça fait l'ouverture à la concurrence, ça fait 15 ans qu'elle a eu lieu en Allemagne, ça fait un certain nombre d'années qu'elle a eu lieu en Suède. Partout où ça a été fait, ça a fonctionné. On voit qu'il y a une hausse de la fréquentation dans les trains, on voit qu'il y a plus de trains, on voit que la qualité de service s'est améliorée. En Italie, tous les trains ont le Wi-Fi. Voilà, il y a un moment, il faut aussi que la France bouge et que la France avance. L'avenir du rail passera aussi par l'Assemblée nationale, avec un débat dès lundi prochain, hautement sensible pour le gouvernement, d'autant que la bataille la plus importante, celle de l'opinion, est encore très indécise. Le soutien à la grève reste minoritaire, mais il progresse. Il y a 15 jours, seuls 42% des Français étaient aux côtés des cheminots, ils sont aujourd'hui près de 46%. De quoi en faire rêver certains, du côté de la France insoumise. Moi, je me rappelle 95, vous savez, ces grandes grèves en plein hiver. Hein. Les conditions étaient vraiment très mauvaises. Je me rappelle, on traversait Paris en pleine neige à pied. Au début, croyez-moi, les Français n'étaient pas plus favorables, même moins favorables aux grévistes. Et puis, au bout d'un moment, quand une grève s'installe, les arguments viennent sur la table. Et là, on se rend compte que ce n'est pas juste des gens qui défendent leurs intérêts catégoriels, c'est des gens qui défendent l'intérêt général. En attendant, la France s'apprête à s'organiser pour faire face à 3 mois de grève en pointillé. La première manche demain s'annonce très suivie. Pour le train à grande vitesse, il n'y en aura qu'1 sur 10 dans le sud-est ou sur la côte atlantique. Seul le Grand Est est un peu épargné, avec un peu moins de 3 TGV sur 10. Le service low cost, Ouigo, lui, ne proposera aucun train. Même proportion pour les TER et les intercités, entre un train sur 6 et un train sur 10. Quant à l'Île-de-France, qui compte des lignes parmi les plus fréquentées d'Europe, les perturbations seront comparables, avec près d'un train sur 5 en moyenne. Certaines liaisons ferroviaires seront carrément fermées. Et nous reprenons notre discussion avec cette question. Macron a-t-il besoin d'un conflit dur pour gagner définitivement ses galons de réformateur, Bruno Jeudi? C'est vrai que dit comme ça, on pourrait finalement se dire Emmanuel Macron qui cherchait à montrer que c'était une grande réforme en profondeur, que la SNCF allait ressortir totalement transformée. Bon, c'est très discutable parce que c'est pas une grande réforme. C'est ça le pire, c'est on est loin de régler tous les problèmes. La dette est mise de côté, le régime spécial des retraites est mis de côté. Bon, ça reste quand même une réforme symbolique parce qu'il s'attaque à ce qui s'appelle la SNCF, bastion de la CGT, statut. Et c'est vrai que s'il remporte cette réforme, derrière, alors... Il peut tout faire ? Il peut vraiment faire beaucoup de choses, sans doute aller plus loin dans la fin de l'emploi public, enfin l'emploi public à vie, comme on dit. Il peut aller aussi très loin dans les retraites. Il peut vraiment, pour le coup, enclencher un vrai mouvement de transformation de la société. Mais une fois qu'on a dit ça, Emmanuel Macron, il faut voir aussi comment il a planté le décor de cette réforme. Sans doute est-il allé un peu fort, le Premier ministre, le jour où il annonce cette réforme, notamment. On sait que maintenant, rétrospectivement, quand il dit ce service public qui fonctionne de moins en moins bien et qui coûte de plus en plus cher, on sait que les cadres de l'entreprise ont très mal pris cette phrase. Alors qu'on leur avait déjà demandé des efforts. On leur avait demandé des efforts. C'est une entreprise qui fonctionne pas bien et on le voit bien, les cadres, les managers intermédiaires, là, ils suivent pas du tout les consignes de la direction. Il y a ensuite l'idée de le faire par ordonnance. Alors c'est vrai qu'ils étaient obligés de répondre à la demande de Bruxelles, c'est un accord qu'on a passé, et qu'on devait aller vers l'ouverture de la concurrence. Ça, c'était obligé de le faire avant la fin de l'année. Après la fin du statut des cheminots, est-ce qu'il fallait le faire maintenant? C'est discutable. Je pense que cette entreprise doit être rénovée. Et c'est vrai qu'il a peut-être chargé la barque. Mais on va y venir, pardonnez-moi, sur le contenu de la réforme. Là, il y a une question de forme. On l'a vu et ça nous a fait réagir les uns et les autres pendant le reportage. Il y a une attitude extrêmement ferme de la part des membres du gouvernement, de la part de la ministre des Transports, de la part des jeunes pousses de La République En Marche. Il y en a un qui parle, Gabriel Attal parle de gréviculture, de conservatisme. Alors, est-ce que c'est parce qu'il faut surjouer la réforme et le besoin de réformer le pays? Est-ce que ça leur échappe? C'est une stratégie, Swazik Kemena, parce que c'est dangereux quand même. Moi, je trouve ça très dangereux et surtout inutile. C'est-à-dire que là, ils sont dans une phase où ils sont plutôt dans une phase de négociation avec les syndicats. En fait, c'est ce qu'ils essayaient de faire, en tout cas. Et puis, ils continuent la négociation pendant la grève, d'ailleurs. Et
ce genre de choses, on a fait un dossier il y a 15 jours dans Marianne, c'était Emmanuel Macron, la tentation de la toute-puissance. Parce que c'est ça fait 10 mois qu'ils sont au pouvoir. Alors, effectivement, il y a assez peu d'opposition, ou bien alors une opposition tournante, ou en tout cas pas une opposition constituée. Les syndicats, pour l'instant, n'ont pas fait preuve d'une grande place, d'une grande fermeté dans les débats précédents. Donc finalement, ils se sont crus arriver. Il y a quelque chose de comme ça dans ce qui est en train de se passer. Et finalement, ils n'ont pas pris conscience de ce qui était en train de se lever. Parce que ce qui se lève, c'est pas seulement des cheminots qui se battent pour leur statut. Les cheminots, alors on n'est pas encore en train de parler de grève par procuration, mais il y a autre chose qui se passe. La question, c'est est-ce que ces cheminots qui sont en grève, ils sont pas en train de se battre globalement pour le service public? Est-ce que c'est pas ça on parlait tout à l'heure des Français? Est-ce que c'est pas la question qui va se poser? Est-ce que c'est pas la question qui va se poser à l'opinion à un moment ou à un autre? Donc je trouve que les petites phrases qu'on peut entendre, la raideur de la ministre, les phrases comme celle de M. Attal ce matin... C'est toujours le cas ou pas? C'est comme ça lors d'un début d'une grève. Toujours, logiquement, on montre ses muscles. On montre ses muscles, mais on peut le faire de façon à droite. Vous avez dit fermeté. Moi, je pense effectivement que c'est de la raideur. D'autant que ça peut être très contre-productif en réalité. Il y a des élections à la fin de l'année dans cette entreprise. Quand vous regardez les tendances, il faut regarder les tendances. En réalité, CFDT, UNSA progressent. Je dirais que naturellement, ils étaient sur le point de prendre le pouvoir syndical dans l'entreprise. C'est les réformateurs. Oui, les réformateurs. La CGT et Sud reculant. Vous voyez, les choses allaient se faire presque naturellement. C'est-à-dire que le caractère réformable de l'entreprise était au fond plus avéré l'année prochaine, à l'issue des élections, vraisemblablement qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, peut-être qu'il y a une affaire de calendrier, ça c'est vrai, il y a le 25 décembre, il faut transposer les directives européennes en droit français sur l'ouverture à la concurrence, mais sur le reste, tout peut se négocier en effet. Et puis, il y a quand même un point, si vous voulez, qui doit permettre de désamorcer le conflit. On oublie de parler du rôle de l'actionnaire. Enfin, la SNCF, c'est une entreprise. Elle a un actionnaire. L'actionnaire, c'est l'État. L'État a été défaillant dans cette entreprise. Quand Guillaume Pépi voulait réformer les conditions de travail, les conditions d'emploi, de statut dans l'entreprise, François Hollande l'en a empêché. Quand on a eu des problèmes chez Alstom, il a fallu acheter des convois entiers. Et on va recommencer avec les trains du futur. Mais il y a 50 milliards de stocks de dettes. Les Allemands ont réglé ce problème en 1994. Qu'est-ce qu'on attend, si vous voulez, pour régler cette affaire? C'est un élément de déblocage. Vous voulez dire que c'est un peu facile de s'acheter la casquette de réformateur avec le sujet SNCF? Bien sûr, c'est très facile, mais il faut d'abord régler le problème. Que chacun joue son rôle. L'actionnaire joue le sien, les dirigeants jouent le leur, les salariés joueront leur rôle. On a un peu l'impression que le gouvernement est à contre-temps dans sa méthode. D'une certaine façon, les Français font du macronisme. Ils disent aujourd'hui, la SNCF doit se réformer, et en même temps, on sait que l'État est le premier responsable, comme le disait Pascal Perry. Et que donc cette réforme-là qui est présentée avec une sorte de raideur et une méthode un peu surprenante, des ordonnances, des sujets qui n'étaient pas prévus, qui arrivent sur le tapis, par exemple la transformation des EPIC en société anonyme, alors qu'on a fait une réforme il y a 3 ans qui devait régler tout ça pour 10 ans, ça déconcerte un peu les Français. Et donc ils sont en train de se dire, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on nous vend. Et l'État a une énorme responsabilité, donc il ne faudrait pas qu'il s'abstrait de cette responsabilité et qu'il se contente de dire aux Français les cheminots sont responsables de la situation, alors qu'on sait très bien que c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout, l'autre piège politique pour Emmanuel Macron, c'est que quelle que soit la réforme qu'il réussira ou qu'il aura du mal à mettre en œuvre, les Français ne verront aucune amélioration dans les années à venir. Elle ne changera rien pour les conditions de trafic, pour les passagers eux-mêmes. Ça mettra du temps, parce que forcément, c'est une industrie de réseau, c'est une industrie assez lourde, avec beaucoup de considérations sur le matériel, sur l'infrastructure, etc. Donc, ce sera lent, et donc, forcément, le bénéfice politique, il ne sera pas immédiat. Donc, c'est quand même un laboratoire, pour reprendre votre question, extrêmement risqué, qu'Emmanuel Macron a choisi. L'ouverture à la concurrence quand même chez nos voisins, puisque ça existait, a quand même a produit par exemple, les prix ont un peu baissé chez nos voisins. On peut imaginer que les lignes TGV qui vont être ouvertes à la concurrence à partir de 2020-2021, sans doute que d'ici 2 ans, même peut-être d'ici la fin du mandat, on verra les prix UC par exemple. On le verra après, si vous le voulez bien, sur vraiment le contenu à proprement parler de la réforme. Il y a 2 acteurs qu'on va voir beaucoup dans les jours qui viennent, qu'on a déjà commencé à voir. C'est d'une part la ministre des Transports et de l'autre part Guillaume Pépi. Pour ce qui est de la ministre des Transports, elle fait vraiment partie de ces membres du gouvernement qu'Emmanuel Macron a choisi parce que c'était des techniciens. C'est une très bonne technicienne des transports.
C'est son premier conflit. C'est l'épreuve du feu pour elle aussi. C'est son premier conflit. C'est une, à la SNCF, comme vous le disiez, c'est plutôt une ministre experte. Hein. C'est pas une femme politique chevronnée. Elle a été nommée dans la foulée de l'élection d'Emmanuel Macron, comme d'autres, hein, spécialisée transport. 10 ans, elle a travaillé 10 ans à la SNCF, chargée justement de la stratégie de l'entreprise. Donc ça renvoie à ce que disait Gilles Dansart auparavant. C'est quelqu'un qui a été issu de la haute fonction publique, préfète, qui était déjà sur la question des transports en 97 sous Lionel Jospin. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup de cabinets ministériels. Elle connaît bien le dossier. Elle connaît bien le dossier. C'est une techno, entre guillemets, comme on dit. Peut-être trop techno. Peut-être justement qu'à un moment, dans la négociation avec les syndicats et la façon de s'exprimer derrière, cette façon ce week-end qu'elle a eu un peu de... non pas de minimiser, mais presque de dire bon, mais tout ça, ça va durer quelques jours, ce sera fini. Elle parie clairement sur l'essoufflement. Oui, elle parie sur l'essoufflement. En gros, à l'entendre, pratiquement le week-end prochain, ce conflit est terminé. À mon avis, elle va sans doute un peu vite en besogne parce que le mouvement s'annonce très rude. Et on sent déjà. À mon avis, c'est le pari moi que je fais, c'est que Édouard Philippe va devoir remonter en première ligne sur ce dossier. Il ne l'était pas en première ligne sur ce dossier. Pour l'instant, il l'a été. C'est lui qui a annoncé la réforme au tout début. Je pense que demain, à l'Assemblée nationale, il va sans doute reprendre la main, puisque là, demain, il sera interrogé notamment par les députés de l'opposition. Et lui, il va devoir monter en première ligne parce qu'il y a quelqu'un qui est très en retrait, c'est Emmanuel Macron. Il est au Touquet. Qu'on n'entend pas, il était au Touquet ce week-end, qui n'est pas intervenu pratiquement pas sur ce dossier, à part la discussion à bâton rompu avec un cheminot au salon d'agriculture. Il est très peu intervenu, il a évoqué un petit peu pendant à 2-3 reprises, évoquant plutôt un deal, j'allais dire, la dette contre la réforme, contre Ça veut dire qu'il y a des coups à prendre. La politique sociale. Ça veut dire qu'il y a des coups à prendre et qu'il le sait. Il y a des coups à prendre, je pense qu'il attend de voir comment ça va retomber, il va laisser sa ministre, puis son Premier ministre monter au feu dans ce conflit qui est absolument, qui va être très important et pour lui c'est une réforme majeure. Donc pour l'instant c'est vrai qu'il est quand même relativement discret, peut-être trop au moment où il faudrait aussi donner un peu de la pédagogie sur cette réforme. Et là le gouvernement, à mon avis, là il y a une ministre qui dit les choses. Assez peu. Il y a une ministre, Elisabeth Borne, qui dit les choses, qui est typiquement parie sur l'essoufflement du mouvement. Elle dit « Personne ne peut comprendre que les syndicats et les cheminots engagent une grève longue et pénalisante alors que le gouvernement est dans le dialogue. » Sous-entendu, cette grève n'a pas de sens. Oui, mais Elisabeth Borne connaît tout ça. En 2000, c'est elle qui a géré pour Lionel Jospin la grève des routiers. Donc elle connaît, mais en coulisses. Ce qui est nouveau pour elle, c'est l'exposition médiatique, c'est la pression des syndicats, c'est la pression politique. Et ça, elle le découvre. Et c'est vrai qu'elle a du mal à adapter son discours, même ses formulations qui sont jugées raides et sans concession. Et donc, ça pose problème. On sait qu'il y a des tensions entre elle et Matignon sur la façon de gérer cette crise, sur la façon d'en sortir. Donc, il est effectivement plus que probable que Édouard Philippe puis Emmanuel Macron, dans quel ordre on ne le sait pas, devront intervenir dans le dossier. Parce que quand on dit 5 millions de personnes touchées, qui prennent le train tous les jours, mais c'est 5 millions un jour, et puis c'est 500 000 de plus le lendemain parce qu'ils ne sont pas les mêmes, et c'est les parents, et c'est les amis, et c'est les collègues, et c'est les patrons, ça fait du monde, donc c'est un conflit qui va toucher, bon an, mal an, quasi tous les Français. Et nous reviendrons dans un instant sur l'autre acteur dont je voulais vous parler, qui est Guillaume Pepy. La grève commence, et chaque camp durcit sa position, mais dans l'ombre, dans les salons feutrés du ministère, comme on dit, le dialogue n'est pas rompu entre les syndicats et le gouvernement. Les discussions portent sur le statut des cheminots, celui de la SNCF, l'ouverture à la concurrence, naturellement. La ministre veut croire que tant que le gouvernement est ouvert au dialogue, rien ne justifie un tel mouvement de grève. Elle parie, on l'a dit, dans ces conditions, sur un essoufflement de la grève bien avant les 3 mois. Romain Becker et Erwan Illion. Une réunion pour rien, ou presque. Vendredi, au ministère des Transports, Elisabeth Borne reçoit les syndicats de la SNCF. Mais 1 mois après l'ouverture des concertations, les positions semblent toujours irréconciliables. Accusé par ses détracteurs de passer en force en réformant par ordonnance, le gouvernement propose malgré tout une légère inflexion. L'ouverture à la concurrence ne se fera pas par ordonnance, ce qui veut dire que ces amendements, et donc cette partie sur l'ouverture à la concurrence, pourra être débattue à l'Assemblée dès la semaine prochaine en commission du développement durable et en séance publique à partir du 9 avril.
Une concession mineure aux yeux des syndicats, toujours farouchement opposés au contenu de cette réforme. On a fait des dizaines de réunions de concertation, on voit bien qu'on n'a pas été entendu. Je veux dire, aujourd'hui, les garanties ne sont pas données aux cheminots. Il y a de fortes inquiétudes et ce n'est pas aujourd'hui la table ronde d'aujourd'hui, la multilatérale aujourd'hui, qui est là pour rassurer les cheminots et notre organisation syndicale. Car sur les principaux points de blocage, les positions ne se sont pas rapprochées. Le sujet le plus sensible pour les cheminots en colère, celui de leur statut, qui leur garantit notamment la sécurité de l'emploi. Une ligne rouge pour Philippe Martinez. Le statut, ce n'est pas un problème. Qui peut me faire la démonstration, et je mets au défi le Premier ministre, par exemple, moi je suis prêt à débattre avec lui, qui sont considérablement endommagés, qui n'ont pas vu d'investissement pendant des années, c'est le problème du statut des cheminots. On essaie de détourner le problème, on essaie d'opposer les cheminots avec d'autres salariés. Mais pour le gouvernement, le statut des cheminots pénalisera la SNCF lorsque d'autres acteurs entreront sur le marché du ferroviaire. L'ouverture à la concurrence, justement, autre point de crispation entre le gouvernement et les syndicats. Vendredi, Elisabeth Borne a dévoilé le calendrier de l'ouverture à la concurrence. À partir de décembre 2020, pour les lignes TGV, pour les TER, les régions qui le souhaitent comme PACA pourront lancer des appels d'offres dès 2019. Les plus réticentes, comme la Bretagne, pourront continuer avec la SNCF jusqu'en 2033. Une ouverture qui aiguise déjà l'appétit des futurs concurrents de la SNCF. Uniquement 30% des gens sondés sont satisfaits de leur train du quotidien. Donc si on arrive à augmenter la qualité de service aujourd'hui en améliorant la ponctualité, la propreté, le contact client, l'idée quand même c'est d'attirer beaucoup plus d'usagers et donc d'améliorer aussi l'équation globale des TER. Autre point qui déclenche la colère des syndicats, l'ouverture du capital de la SNCF à des fonds privés, une opération qui pour l'opposition de gauche dissimule une privatisation pure et simple. Cachent leur jeu, oui, cachent leur jeu dans la mesure où ils ne disent pas la vérité. Alors, mais c'est toujours la même chose. On n'annonce jamais la privatisation au début. Ce que dit le gouvernement, c'est une chose. Moi, je vous dis, le gouvernement prépare la privatisation. La privatisation, c'est le changement de statut. Le changement de statut va permettre à un moment ou un autre que se pose la question de qui reprend la dette de plus de 50 milliards d'euros. Et le président de la République lui-même a dit nous ne serons pas amenés forcément à reprendre la totalité de la dette. Donc dans ces cas-là, on va ouvrir le capital. Mais ça s'est toujours passé comme ça. Je vous rappelle que pour France Télécom, ça a commencé comme ça. Aucune privatisation n'est à l'ordre du jour, répond le gouvernement, qui assure que les titres de l'État au capital de la SNCF ne pourront pas être cédés. Et on voit bien d'ores et déjà que le débat se cristallise autour d'un mot, privatisation. Avec d'un côté Julien Drey, une partie de l'opposition qui explique que c'est une première étape vers la privatisation, et de l'autre côté le gouvernement et Guillaume Pepy qui répètent que ça n'est pas le sujet. On fait peur aux Français avec ça. Très clairement, c'est un argument politique, ce n'est pas un argument économique sérieux. Parce que ce qui est prévu, c'est de faire une société 100% à capitaux publics, avec des outils de verrouillage du capital. C'est-à-dire, le capital, il ne sera pas ouvert. Donc, il n'y a pas de risque de privatisation. C'est-à-dire, M. Drey confond à l'évidence l'ouverture à la concurrence. Alors oui, il y a des acteurs privés qui vont arriver sur le marché, qui défendront des intérêts privés. Mais il faut rappeler à M. Drey, malgré tout, que c'est le système actuel, c'est le statu quo qui est mauvais pour la SNCF. Un stock de dette de 50 milliards d'euros, souvent des déficits d'exploitation. Le monopole, c'est l'économie de la rente. La concurrence, c'est bon, ça produit de l'innovation commerciale, du progrès, ça fait baisser les prix. Il y a une élasticité de la demande au prix. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne, ce qui se passe en Italie. Bien sûr, le trafic a augmenté de presque 40% sur certaines lignes. Regardez ce qui s'est passé en Suède, où on a également préservé la dimension du service public là où il devait être maintenu. En fait, tous ces arguments sont très politiques. C'est toujours le cas, mais parfois ça suffit. Mais parfois ça suffit à retourner l'opinion, vous le savez bien. Oui. Donc c'est important qu'on s'arrête un petit peu sur ce sujet-là. Mais il faut être rationnel quand on parle de ces choses. Si vous voulez, on ne peut pas raconter tout et n'importe quoi. Aller à un micro devant des journalistes et dire « Attendez, il y a un projet de privatisation ». C'est faux. Tous les outils juridiques de verrouillage du capital sont là. Il y a un peu de confusion, effectivement, dans le débat politique. Et Julien Drey devrait remettre un peu sa montre à l'heure, parce que le service public peut être assuré
par des entreprises qui ne sont pas publiques. C'est ce qui se passe dans la plupart des villes françaises. Il y a des DSP, des délégations de services publics, qui sont assurées soit par des filiales d'ailleurs de la SNCF, Keolis, soit par une filiale de la Caisse des dépôts, Transdev, soit encore par RATP Dev, une filiale de RATP, donc entièrement publique. Mais il y a un cahier des charges public qui assure la continuité du service et la qualité du service public. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Et pour ce qui est de la SNCF, il y aura 2 modes d'organisation. Il y aura des DSP sur les TER, les transports régionaux. Donc là, ce sera vraiment sous contrôle complet de ce qu'on appelle l'autorité organisatrice. Et puis d'un autre côté, il y aura sur les lignes à grande vitesse ce qu'on appelle de l'open access, où là, on aura un peu plus de concurrence au sens classique du terme, mais ce sera très régulé par des systèmes de sécurité, par des systèmes d'autorisation, et la SNCF restera une entreprise nationale. La Deutsche Bahn en Allemagne est restée 100% publique. Elle a vu ses parts de marché se réduire un peu au fil du temps, mais c'est resté une entreprise publique, et c'est ce système-là que l'on veut pour la France. Ce qui induit la confusion, c'est d'un côté l'ouverture à la concurrence et de l'autre côté le changement de statut. C'est sans doute ce qui a fait qu'il y a eu une confusion. Le gouvernement a fait une grande confusion, puisqu'il a tout remis dans un panier, et c'est une réforme, il faut l'avouer, qui est quand même un peu étonnamment improvisée sur pas mal de points. Cette question, que peuvent encore sérieusement négocier syndicats et gouvernement? Parce que c'est la situation qu'évoquait tout à l'heure Elisabeth Borne, c'est-à-dire de dire, bon, on est déjà en grève alors qu'on continue, et on commence d'ailleurs à se parler entre syndicats et gouvernement sur des points très précis qui vont concerner le statut des cheminots, notamment, et les compensations à la réforme. Notamment le sac à dos social, puisqu'on parlait de concurrence. Voilà. Bon, il y a des appels d'offres. La SNCF perd un marché, l'entreprise privée gagne ce marché, on va transférer, article L122 du Code du travail, les salariés sur la base du volontariat, les salariés de la SNCF, on va les transférer vers le nouvel opérateur. Ils seront transférés, c'est ce qu'a garanti Mme Borne vendredi lors de la réunion avec les syndicats, avec la garantie de l'emploi à vie, avec leur niveau de salaire et avec leur système de retraite. Qu'est-ce qui reste à négocier ? Éventuellement la gratuité intégrale des soins médicaux, éventuellement les facilités de circulation, comme on le disait à Force ouvrière dans le passé, il reste un peu de grain à moudre. Mais l'essentiel est d'ores et déjà acquis. Et ça ne suffit pas? À ce stade, non. Non, mais c'est important à peut-être. Ce stade, pourquoi non. Ça ne suffit pas? Sur le statut, il y a eu une inversion qui est très maladroite. Il fallait, alors quand je dis il fallait, c'est parce que les grands DRH le disent eux-mêmes, commencer par négocier la convention collective de branche, qui était en cours, la négociation était en cours à l'UTP, et puis après, on faisait tomber le statut, puisque les cheminots étaient tous, quelle que soit leur entreprise, étaient réunis sous une seule convention collective. Et en fait, on fait le contraire. On commence par faire tomber le statut, et on dit, dans un an, dans 2 ans, il y aura des compensations. Donc là, il y a une maladresse, donc il faudrait rassurer peut-être sur ce plan les cheminots pour dire que le statut, il ne finira que quand il y aura une convention collective de branche de qualité sur tous les cheminots de n'importe quelle entreprise. Et par ailleurs, le gouvernement, vendredi, a lâché sur les ordonnances s'agissant de l'ouverture à la concurrence, qui seront donc introduits sous forme d'amendement par le gouvernement dans le débat à l'Assemblée. Alors évidemment, le gouvernement dispose d'une majorité assez large, mais c'était assez symbolique, et notamment les groupes de gauche réclamaient cette discussion en séance plénière à l'Assemblée. Ça n'a rien changé, Bruno Jeudi. Non, ça n'a rien changé dans le climat politique et dans le climat social. Comment vous l'expliquez? Parce que ça a été vu, logiquement, on fait les unes des journaux en disant le gouvernement recule, les concessions, etc. Ça n'a pas été lu comme ça. Pourquoi? Ça arrive trop tard. Ça arrive trop tard dans le processus de la réforme. C'est-à-dire qu'au départ, au fond, Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont sur l'idée, on ne change pas de méthode après les lois de travail. Les lois de travail à l'automne, on a fonctionné sur la méthode des ordonnances, qui a permis de boucler en moins de 3 mois la réforme du marché du travail, réforme sur laquelle la droite s'était abstenue, ou en tous les cas n'avait même pas commencé véritablement à la faire. Et c'est vrai que ça a marché. Donc du coup, c'est la même méthode qui a prévalu. Et ils ont voulu avancer sur les deux aspects, recrutement au statut fin et ouverture à la concurrence. Manifestement, ils se sont aperçus au fur et à mesure des discussions que ça bloquait quand même sec. Les manifestations du 22 mars ont montré, si elles n'ont pas très bien fonctionné pour les fonctionnaires, c'était fort pour la SNCF, et il n'y avait qu'un seul syndicat qui appelait à la grève, il y avait déjà beaucoup de grévistes, et là ils se sont rendus compte... Donc ils sont sur le point de lâcher. Je ne sais pas, non, je ne crois pas. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, n'est pas du tout dans l'idée de lâcher. Alors, j'entends. Alors, je reformule ma question autrement. C'est-à-dire, facialement,
dans les médias, on tient, etc. Mais tous les leviers qu'on peut jouer dans la négociation... Après, on est à la mi-temps des discussions avec les syndicats, la ministre l'a redit. Jusqu'à présent, Laurent Berger a une formule, il dit entre le début de la discussion et maintenant, on n'a pas le sentiment qu'on est beaucoup avancé. Donc peut-être que dans la deuxième mi-temps, ça va mieux avancer, plus vite, et les syndicats auront quelques concessions, notamment les syndicats réformistes, qui eux se sentent, pour le coup, depuis la réforme travail, totalement marginalisés par Emmanuel Macron. C'est presque devenu, j'allais dire, une affaire personnelle entre Emmanuel Macron et Laurent Berger. Il y a aussi ça, il y a aussi des maladresses et des fautes psychologiques Pour bien comprendre, cette est-ce affaire. que c'est là que ça se joue réellement, ce dont on parle ce soir? Ça va se jouer dans la rue, avec l'opinion, avec les mouvements de grève, la mobilisation. Mais est-ce que l'issue, si tant est qu'il en est une avant les 3 mois, du conflit se joue là, dans ces négociations? Ou est-ce que c'est un dialogue organisé par le gouvernement pour dire qu'il y a eu une concertation? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est vraiment là que ça se joue? Il y a quand même sans doute 2 leviers, parce que les Français sont attentifs quand même à l'amélioration du transport ferroviaire. On a vu les polémiques des mois derniers à Montparnasse, etc. Enfin, ça n'est pas un débat qui est secondaire, il est quand même assez important. Donc il y a 2 leviers sur lesquels le gouvernement peut jouer. Un, le financement. Dette, réinvestissement sur le réseau. Une étude récente montre que la France fait partie des pays qui financent le moins la rénovation de leur réseau, contrairement à toute une propagande quand même gouvernementale. Si on regarde les chiffres de prêt, et ce sont des experts suisses et néerlandais qui ont fait le constat, il manque environ 500 millions par an pour être à peu près à la hauteur des ambitions qu'on met pour le réseau. Et deuxième levier, c'est l'entreprise elle-même quand même. Il ne faut pas l'oublier, la SNCF, c'est 160 000 cheminots presque. C'est quand même un élément important. Ça ne se passe pas très bien en son sein. Donc, qu'est-ce que peut faire le gouvernement avec Guillaume Pépi, sans Guillaume Pépi, avec le conseil d'administration, sans le conseil d'administration? Là, la question, elle commence à être un peu sur le tapis parce que les cheminots ont montré là que, en gros, en interne, ça ne se passe pas bien. Ça s'est redit aussi avec Guillaume Pépi, avec cette histoire de prime proposée au cadre de la SNCF qui pourrait justement relayer les cheminots qui souhaiteraient faire grève. Il y a eu cette histoire de décompte, parce que ça coûte cher pour ceux qui font grève. Et il y a eu une histoire de décompte pour ne plus payer les jours de repos qui suivent les jours de grève. Donc là, on sent bien qu'entre Guillaume Pépi et les syndicats, le ton est sérieusement monté. Je crois qu'il y a toute une série de maladresses qui sont à la fois gouvernementales et qui viennent aussi de la SNCF. Effectivement, cette histoire de prime de 150 € pour les cadres qui accepteraient de conduire les trains pendant la période de grève ou quand il le faut en tout cas. Donc ça, c'est quelque chose qui est sorti là tout de suite, alors qui était prévu, anticipé avant, mais c'est très... Ça se fait habituellement ? C'est très mauvais dans le tempo. Oui, c'était prévu. C'est 120 € d'habitude pour d'autres conducteurs. Et là, pour cette catégorie, la nouvelle catégorie, c'est 150 €. C'est des choses qui existent, mais ça sort maintenant. Il y a aussi des fantasmes, c'est-à-dire qu'à un moment, on a pu entendre de la part de la CGT qu'il y avait des cheminots anglais qui allaient venir suppléer les cheminots français. Ce qui est faux et ce qui a été démenti par la SNCF. Mais on voit que c'est souvent un mouvement de grande ampleur. Alors, il y a la réforme, il y a ce qu'il y a vraiment dans la réforme, il y a toute la communication autour. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de l'épisode de vendredi. C'est très intéressant ce qui s'est passé. Normalement, elle avait des cartouches dans la poche de négociation, la ministre. Elle aurait dû les poser sur la table et normalement, dans un bon effet de communication, tous les journaux titraient sur le recul du gouvernement samedi, on lâche du lest avant la réforme, est-ce que, en sachant que le préavis de grève c'est 48 heures, voilà, il y avait peut-être quelque chose à jouer. Et non, et ça n'a pas fonctionné parce que la communication n'a pas été bonne, parce qu'on n'a pas très bien compris ce qu'elle a dit dans un premier temps. Quand elle a parlé on laisse de côté les ordonnances sur la concurrence, mais pour le reste, en sachant que la loi d'habilitation, c'était 15 jours auparavant. Donc il y a de la confusion. Il y a de la confusion dans la façon dont c'est annoncé, et c'est aussi pour ça, je crois, qu'on part vers une grève assez inédite. Mais c'est une grève, mais en même temps, la façon dont elle a été posée laisse apparaître ce mouvement aussi comme une tentative de sabotage. Je veux dire les choses très clairement. Et donc, vous avez en face un dirigeant d'entreprise, c'est son rôle qui mobilise tous les moyens qui sont à sa disposition pour organiser à minima le service. Enfin, c'est son boulot quand même, c'est son travail. Alors, difficile de changer le capitaine au milieu du gué. Je dirais même que ce serait contre-productif. Ce serait, à mon sens, une véritable erreur tactique. Ce serait d'abord griller son successeur immédiatement. Vous changez de dirigeant en plein conflit social, vous grillez immédiatement le successeur, en réalité. On peut avoir besoin d'un fusible. Non, mais on peut avoir besoin d'un fusible, mais c'est sans doute pas le bon. C'est pas à la direction de l'entreprise que j'irai chercher. J'irai chercher éventuellement ailleurs, parce que la direction de l'entreprise, elle joue pas un rôle politique.
elle est là pour organiser. La production et, si possible, pour jouer l'entre-deux. Bon. Ça avait été discuté déjà quand même. Oui, lors de son renouvellement, après les bugs de l'été, Montparnasse, tout ça, il y a eu quand même des tensions entre le gouvernement et Guillaume Pépi. Et à ce moment-là, ça avait été discuté. Et d'ailleurs, on voit beaucoup apparaître le numéro 2 qui s'appelle Mathias Vichra, qui est le porte-parole, camarade de promotion d'Emmanuel Macron à l'ENA. Et on voit une montée en puissance de cet ancien haut fonctionnaire. Alors on avance, c'est pas encore la convergence des luttes comme on dit, mais le début d'une addition, celle des colères. Pilotes, étudiants, éboueurs, gaziers veulent aussi se faire entendre. Ce week-end a marqué aussi l'entrée du privé dans un conflit avec une mobilisation plutôt rare, celle des salariés de Carrefour qui protestent contre la réorganisation du groupe, la suppression de postes et de nouvelles conditions salariales. Reportage Juliette Vallon et Diana Cocciarella. Une manifestation au milieu des rayons. De quoi étonner les clients en plein week-end de Pâques. Ce samedi, près de la moitié des 60 000 employés du groupe Carrefour a fait grève pour protester contre le plan de transformation de l'hypermarché annoncé par son PDG début janvier. À la clé, 2400 suppressions de postes et ce n'est pas le seul motif de colère. Les salariés protestent aussi contre le montant de leur participation en 2017, jugé dérisoire, 57 € contre 610 l'année dernière. On a laissé la liberté d'accès aux clients, mais sans pouvoir faire les courses avec le caddie. Voilà. Il a tapé dans nos porte-monnaies, nous on lui tape dans son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est peut-être la première étape vers un mouvement qui va encore se généraliser et peut-être s'intensifier dans les semaines à venir. Du côté des clients, nombreux sont ceux qui s'arrêtent pour lire et signer la pétition « Solidarité avec les grévistes ». Voilà, écoutez, merci de votre participation. Bonne journée, au revoir. Ce sont des gens qui travaillent, ce sont des employés, ce sont des petits salaires. Je pense que beaucoup de gens, ce sont des gens qui sont payés, au SMIC. Et c'est encore un coup dur pour eux, quoi, pour l'ouvrier. Les salariés de Carrefour assurent que leur mouvement pourrait s'installer, à l'image de celui d'Air France, lancé depuis plus d'un mois. Une 4e journée de grève est prévue demain, ainsi que les 7, 10 et 11 avril. Pilotes, hôtesses, personnel au sol, tous jugent insuffisant la politique salariale de l'entreprise et réclament une augmentation de 6% de leurs revenus. On n'est pas des gueux, oh. Ils ont su s'augmenter de 67% l'année dernière et nous donner même pas 1%. C'est même pas 1%. Ce que nous a octroyé la direction, c'est 0,50 et quelques. Si lissé sur une année, ça fait 10,98 €. C'est même pas une baguette par jour pendant un mois. Vous voulez qu'on aille où avec ça? Mes collègues, ils font des 5 h du matin, ils se lèvent à 3h30 pour venir travailler. Autre conflit qui pourrait s'enliser, celui des universités. Lille, Paris, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, une dizaine de campus sont désormais bloqués dans le pays pour s'opposer à la réforme du gouvernement. Pour ces étudiants parisiens, hors de question d'instaurer une forme de sélection lors des procédures d'admission dans les facs. Et certains ont déjà une idée pour durcir le bras de fer. La seule façon pour qu'on gagne, et je pense qu'on l'a vu par le passé, c'est qu'en fait, toutes les facs de France soient en grève et surtout qu'on fasse une convergence avec les cheminots. Et je pense que c'est le seul moyen par lequel on peut gagner. Et je pense que là, le gouvernement commence à avoir un peu peur, j'ai l'impression. La convergence des luttes passe d'abord par les dates. Et ça, la CGT l'a bien compris. Elle appelle demain la filière des déchets à rejoindre une grève illimitée. Aux côtés des balayeurs, les éboueurs pourraient perturber le ramassage des ordures à Paris et Marseille. Avançant la pénibilité de leur métier, ils demandent un départ anticipé à la retraite de 5 ans, ainsi qu'une réduction du temps de travail. Toujours à l'initiative de la CGT, enfin, ce sont les salariés du secteur de l'énergie qui vont à leur tour se mobiliser. Parmi les actions envisagées, des baisses de production dans les centrales nucléaires ou des coupures d'électricité ciblées. Alors naturellement, dans ce reportage, il y a des situations très différentes, des revendications très différentes, mais ça fait quand même un climat, non, Swazik Kemener ?
Oui, ça fait très nettement un climat. Alors, souvenez-vous, Jean-Luc Mélenchon espérait un 3e tour social, il l'espérait au mois de septembre dernier. Ça n'est pas arrivé, il n'y a pas eu cette petite étincelle qu'il attendait et qu'il espérait. Alors, est-ce que c'est maintenant que ça va se produire, d'ailleurs, sans Jean-Luc Mélenchon, ou bien alors avec Jean-Luc Mélenchon un peu sur le côté? C'est ce qui est intéressant dans cette histoire, parce que quand on regarde qui sont les politiques qui étaient présents vendredi matin, tous ensemble, alors, il y avait une partie de la gauche, il y avait des représentants de la France insoumise, mais on ne dit plus le peuple, hein, c'est ce que disait Jean-Luc Mélenchon, c'est la gauche une certaine forme de gauche qui se constitue. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'ils vont arriver à faire quelque chose de politiquement très, très fort, mais c'est intéressant. C'est comme les anciennes rivières retrouvent leur lit. C'est assez intéressant. Est-ce qu'il y a de quoi inquiéter le gouvernement, ou est-ce qu'au fond, ce sont des mouvements qu'on pouvait anticiper, qui seront de toute façon pas durables? On parle du secteur de l'énergie, on parle des éboueurs, on parle des pilotes. Je mets de côté la situation chez Carrefour, qui est donc une entreprise qui doit gérer une situation de transformation qui n'a rien à voir. Inquiéter le gouvernement, pas encore, mais c'est vrai qu'ils sont attentifs parce que la CGT a décidé de mettre le paquet sur ce mois d'avril. Oui. On voit bien, c'est pas seulement la SNCF. Quand on voit les gaziers, on sait que c'est derrière la CGT. On voit que dans les facs, il y a beaucoup d'agitation. Alors là, c'est d'autres mouvements qui essaient de faire de l'activisme. On le voit dans certaines facs et ça n'a rien à voir, encore une fois. Quant à Air France, là, on est sur le corporatisme de cette société, mais aussi avec l'idée derrière qu'au fond, on est dans la reprise et que les salariés, poussés dans les entreprises où il y a beaucoup de taux de syndication élevés, s'agitent. Alors, est-ce que ça inquiète le gouvernement? Forcément un peu. On voit bien que Emmanuel Macron joue gros dans cette affaire, mais les syndicats jouent gros aussi. En fait, c'est ça. On est dans une guerre des nerfs des deux côtés, avec deux partis qui jouent gros. Le président de la République, on voit, avance pas à pas, lâche quelques éléments. Il en a lâché beaucoup au départ. Juste quand même un élément qu'on a oublié de dire, c'est qu'au tout début, lorsqu'il pose sa réforme sur la table, il essaie d'isoler les cheminots en évitant d'avoir un front commun avec les élus locaux. Il lâche sur les petites lignes, ce qui permet dans un premier temps au gouvernement de penser que ça va le faire. Ensuite, on a vu que l'entreprise, les salariés avaient décidé de se mobiliser. Et aujourd'hui, on est dans une situation de grande tension à la veille du premier jour de grève. Les mécontents qui ne peuvent s'exprimer, retraités, précaires, se sentent-ils représentés par les cheminots ? Parce qu'au-delà en fait, des syndicats, les Français voient qu'il y a des signes importants de reprise économique, y compris la baisse des déficits, y compris une certaine tension sur le marché du travail. Il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui ne trouvent pas de candidats parmi la population. Et donc, les salariés se disent il serait peut-être temps qu'on ait aussi, nous, une partie du gâteau qui est en train de se reconstituer. Donc, c'est quelque chose qui monte un peu, parce que si on prend un peu de recul, ça fait quand même un paquet d'années qu'on a les mots rigueur, réorganisation, etc. Donc, la perception... peu importe la réalité, mais la perception est celle-là, et je pense qu'elle est en train de monter à la SNCF comme ailleurs, où à la SNCF, le mécanisme du statut fait qu'il y a un avancement mécanique, mais il n'y a pas d'augmentation indicielle depuis longtemps, donc c'est quelque chose qui est important aujourd'hui. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est est-ce qu'il y a dans ces mouvements qu'on a ajoutés, là, gaziers, pilotes, éboueurs, est-ce qu'il y a une opportunité d'une partie de syndicalistes, ou est-ce que là, ça s'appuie vraiment sur une contestation, une colère sourde, quelque chose qui pourrait nous surprendre? Moi, je pense qu'effectivement, la CGT... Alors, on ne mesure pas l'importance que ça peut avoir, mais à la fin de l'année, la CGT peut ne plus être le premier syndicat de France. C'est capital. Et pour Martinez, je crois que c'est un élément qui est en plus attaché à son mandat. Jusqu'à présent, il n'a rien obtenu. Il est poussé à l'intérieur du syndicat par des radicaux, par des gens qui viennent de l'extrême gauche et qui font pression sur lui pour que il poursuive les luttes, ou en tout cas qu'il fasse prospérer les mouvements sociaux. Mais les entreprises dans lesquelles il y a des mouvements sociaux aujourd'hui connaissent des difficultés et ont des situations très différentes les unes des autres. Vous l'avez dit, Carrefour se réorganise. Faire face à la concurrence d'Amazon. Carrefour doit s'adapter à la digitalisation des points de vente, n'a pas beaucoup investi, et donc il y a une transformation à mettre en œuvre. EDF, GDF sont des salariés qui ne sont pas à plaindre, leur salaire augmente de façon constante et souvent au double de l'inflation en France. Quels autres secteurs concernent? Les pilotes d'Air France,
pardon, mais c'est 8% de la population d'Air France et 25% de la masse salariale. On peut pas, c'est indécent, si vous voulez, ce type de mouvement. Pour une entreprise qui vient juste de retrouver des bénéfices, qui retrouve des bénéfices parce que les carburants ne coûtaient pas cher, parce que les parités monétaires étaient favorables, mais dont le résultat opérationnel est moyen et qui a 4 milliards d'euros de dette. Oui. Comment voulez-vous distribuer ce qu'on n'a pas ? Mais il y a aussi les étudiants. Et les étudiants, c'est toujours la grosse inquiétude d'un gouvernement. C'est toujours l'histoire comment on remet le dentifrice dans le tube. Et là, alors Ils sont sortis du tube, là ? Ils commencent à sortir du tube. Il y a eu cet événement à Montpellier. Alors, c'est de l'ordre du fait divers, mais c'est quand même... Ça a quand même marqué les étudiants. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Est-ce qu'on est en train de nous empêcher ? Bon, c'est dans un contexte particulier à Montpellier, mais est-ce que ça risque pas de faire tache d'huile et de donner envie à d'autres de défiler ? Donc ça, c'est une vraie question. Nous passons maintenant à vos questions. Les trains postaux vont-ils rouler ? Vous avez parlé tout à l'heure du fret, mais les trains postaux ? Les trains postaux roulent la nuit. Donc, s'il y a des gens au poste d'aiguillage, ça peut rouler. S'il y a quelques conducteurs, ça fait partie des trafics un peu prioritaires. Mais si c'est vraiment très perturbé, il pourrait être impacté. Qu'est-ce que l'ouverture à la concurrence exactement ? C'est, comme le disait Gilles tout à l'heure, il y a deux formules. Vous avez du transport régional, et donc il y aura des appels d'offres. La SNCF pourra gagner des paquets de lignes avec des compensations, des bonnes et des moins bonnes, ses concurrents aussi. Et puis il y a le système de l'open access, c'est-à-dire que des entreprises viendront sur, par exemple, Paris-Bordeaux, achèteront des sillons, des droits de passage, si vous voulez. Et donc vous aurez sur un Paris-Bordeaux un TGV de la SNCF, un TGV de la Deutsche Bahn, et puis un TGV de Tello ou de Trenè Italia, qu'importe. Et donc, c'est ça la concurrence. La concurrence, c'est l'augmentation de l'offre, c'est la dilatation du marché. Ça permet de faire sauter les barrières d'accès au marché, notamment par le prix, parce que ça fait baisser les prix. 2 présidents de région ont déjà annoncé qu'ils feraient appel, lorsque la concurrence sera ouverte, à d'autres opérateurs. C'est le cas pour les Hauts-de-France avec Xavier Bertrand et PACA avec Renaud Muselier. Ce sont les régions qui vont décider ? Les 2 régions qui feront des appels d'offres, mais d'une manière générale, la décision reviendra aux aussi, régions. Pour les TER, voilà. L'ouverture à la concurrence va-t-elle faire diminuer le poids des syndicats sur la SNCF ? Il n'y a pas de raison que ça se traduise comme ça. C'est-à-dire que la SNCF est une entreprise très syndiquée. Il n'y a pas de raison que cette ouverture modifie quoi que ce soit. Bon, quelles sont les entreprises privées derrière les possibles concurrents de la SNCF ? Transdev, Veolia, Vinci ? C'est étranger. Transdev est une boîte française, filiale de la Caisse des dépôts. Ce n'est pas vraiment du privé agressif. C'est les Italiens pour le TGV qui seront sans doute les premiers. Et puis, il y a sans doute des filiales. Il y a quand même, en PACA, où Renaud Muselier a fait un appel à manifestation d'intérêt, ce qui est un préalable à l'ouverture elle-même de la concurrence. Il y a 10 entreprises qui ont déposé des dossiers. Donc, ça veut dire que ça suscite quand même pas mal d'intérêt. Les autoroutes vont-elles être les bénéficiaires de cette grève ? Peut-être le covoiturage, les autobus, oui. Enfin, le mouvement étudiant dans les universités peut-il dégénérer ? C'est le principe même d'un mouvement étudiant, c'est-à-dire qu'il y a plus de risques qu'ailleurs, oui, effectivement. La SNCF est-elle en retard par rapport aux sociétés ferroviaires des autres pays européens ? Quels sont les pays qui s'en sortent le mieux ? Alors, la Suisse, évidemment, la référence en Europe, c'est la Suisse, parce que c'est 100% public. L'Allemagne est pas mal, mais a des difficultés aussi sur son réseau. Les Anglais sont en train de se réveiller très fortement, avec un réinvestissement public massif, qui est quand même une leçon de la libéralisation désordonnée de Thatcher. Là, ils ont réinvesti sur le réseau, et c'est le 2e réseau le plus sûr d'Europe. Alors certes, les tarifs sont plus chers qu'en France, mais les Anglais payent moins d'impôts. Donc c'est un autre modèle économique. Je veux dire un mot de la Suède. C'est le bon exemple, la Suède, pour nous les Français, parce que c'est un pays dans lequel il y a un peu de concurrence. On détermine les espaces où la concurrence est possible et souhaitable. Ouverture du marché. En revanche, la Suède a su préserver du service public sur les petites lignes, là où la concurrence n'était pas pertinente. Pourquoi dit-on que le rail va très mal en Angleterre depuis la privatisation ? Ça va mieux. C'est allé très mal. C'est allé très très mal avec des accidents, avec des retards nombreux. Ça va beaucoup mieux, encore une fois, parce que le gouvernement a réagi. Il a renationalisé toute l'infrastructure. Il a remis énormément d'argent.
4 milliards d'euros par an sur la régénération, alors que la France n'en met qu'un peu plus de 3 milliards, alors que le réseau français est beaucoup plus large. Donc c'est vraiment pour les Andins un réinvestissement fort, et avec à l'anglaise une organisation assez rigoureuse des appels d'offres. Que proposent les syndicats pour réduire le déficit budgétaire colossal de la SNCF ? Ils ont une proposition, la CGT, qui est formidable, qui est de reprendre les autoroutes ou de faire payer les autoroutes. Et donc, on se demande véritablement où sont les propositions sérieuses. On paye déjà les autoroutes. La question, la question, faire payer la route pour le rail. Voilà. C'est déjà ce qui se produit quand même de façon générale. Ce stock de dette, je crois qu'il faut reposer le problème simplement. Le stock de dette n'appartient pas à l'entreprise, il n'appartient pas aux cheminots, il appartient à la collectivité et donc à l'État. C'est à l'État de jouer son rôle rapidement. Et ce serait probablement un élément de sortie par le haut de ce conflit si le gouvernement pouvait annoncer des décisions rapides. Au lieu de faire grève, pourquoi ne pas faire le contraire, c'est-à-dire ne pas faire payer les usagers des trains ? C'est interdit. Ah bon ? Je crois que c'est interdit. La question, à mon avis, c'est la gratuité. Bah oui, c'est ça. La gratuité. Si on trouve le moyen de transférer aux contribuables ce que payent les usagers, très bien, mais à ce moment-là, on va augmenter les impôts. Donc c'est un jeu à somme extrêmement dangereux. Qui va payer les jours de grève ? Personne. Des caisses sont mises en place par les grévistes parce qu'ils s'attendent effectivement à une grève longue. Alors, il y a déjà des cagnottes qui ont été créées sur Internet, notamment une cagnotte à l'initiative d'intellectuels comme le philosophe Étienne Balibar, que les gens peuvent... Ça, c'est un acquis du gouvernement Raffarin, lorsqu'il y a vu les grèves au moment de la réforme des retraites, qui avait décidé de ne plus payer les jours de grève. Et c'est vrai que depuis, globalement, dans la fonction publique, contrairement à ce qu'on croit, ils ne sont plus payés, même si c'est souvent réparti entre les vacances. Et ça joue considérablement sur la mobilisation et sur la durée des conflits. C'est déduit sur les feuilles de paye du mois en cours depuis 2007. Donc ça se sent à la fin du mois sur les feuilles de paye des cheminots. Mais du coup, pour les cheminots qui font faire grève aujourd'hui, est-ce que les syndicats arrivent à compenser l'intégralité de leur... Non. Il y a forcément une perte de revenus. Il y a forcément une perte, mais qui sera amoindrie, par le système de la grève perlée, des 2 jours sur 5, et 2, par une organisation. On s'arrange quand même pour faire en sorte d'être le moins de grévistes tous les jours, pour une désorganisation quand même Juste entre les grèves perlées, entre les jours de grève, est-ce que le trafic sera normal ? Non, certainement pas le 3e jour. Voilà. Où la production va être très désorganisée, notamment parce qu'il y aura un mouvement de grève aura été fort. Mais on peut s'attendre aussi, parce qu'il y a un mot d'ordre de grève reconductive de Sud, qu'il y a un bruit de fond de désorganisation les 4 et 5e jours. Donc ça n'est pas une grève qui est uniforme et complète tout le temps, mais la SNCF s'attend à devoir faire des plans de transport tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle ne va pas appliquer les horaires théoriques tels qu'on peut les avoir des semaines ou des mois à l'avance sur les sites Internet, mais elle va devoir tous les jours adapter son plan de transport, ce qui est la preuve qu'il y aura un bruit de fond de désorganisation. La ministre des Transports est-elle moins bonne négociatrice que la ministre du Travail ? En tous les cas, c'est vrai que sur ce début de conflit, on voit qu'elle n'a pas le même entregent et la même capacité un peu à calmer, à rassurer, en tous les cas à amadouer les cheminots. Et puis, elle n'a peut-être pas le mot sûr, comme on dit souvent chez les hommes politiques. Quelle solution pour les agents d'entretien qui font banlieue Paris en transport en commun matin et soir pour nettoyer les bureaux ? Terrible. Oui, mais ils font comme tout le monde, ils sont pris... J'allais dire en otage, j'aime pas, pardon, je retire la formule. Ils vont devoir s'adapter, ils vont devoir faire avec. Ils sont placés comme le lot commun des voyageurs. Les syndicats étaient-ils favorables au train low cost ? Non, ils étaient opposés. Mais là, Guillaume Pépi, comme sur un certain nombre de dossiers à la SNCF, a été assez innovant. Il a fait ce qu'Air France avait refusé de faire sur le low cost aérien. Il a fait du low cost ferroviaire et d'une certaine façon, il a occupé tout le créneau du ferroviaire low cost. Et ça, c'est sans doute à mettre à son crédit. Guillaume Pépi, bientôt à la retraite et en fin de mandat, fait-il le sale travail du gouvernement ? C'est une hypothèse qui circule, c'est-à-dire qu'il va faire ça le travail, puis à un moment, le gouvernement pourrait lui dire merci pour tout le travail, mais on passe à autre chose. Allez, une dernière question. Pourquoi cette grève perlée peut-elle déstabiliser le gouvernement ? Parce qu'on est dans l'incertitude. Oui. Et puis parce qu'ils en ont fait un point, c'est-à-dire qu'ils veulent la transformation. Emmanuel Macron veut la transformation et c'est son premier grand test là aujourd'hui, demain. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h20. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5.